Oui, monsieur, juste à côté d'ici. Oui, oui, oui. Yes, you, please. Hello. Bonjour, My name is Professor Linson. je suis I'm a professeur Linson, very much interested in the scientifique, education and governance for tomorrow. particulièrement intéressé par l'éducation et la gouvernance de demain. Mr. de Klerk, yes. Hello. À l'adresse de Yes. Monsieur De Clercq. You spoke of, Bonjour. you asked, what is Vous avez missing. cherché à savoir quel était le maillon manquant. Vous avez parlé de volonté politique. Et puis, il faut inciter les politiques à agir. Et je voudrais faire une proposition. J'ai participé à une conférence d'un lauréat du prix Nobel. Je lui ai demandé si la qualité de la vie pourrait être une référence pour changer les mentalités. Est-ce que ce ne serait pas un moyen de mettre en place des politiques idoines? Et selon lui, oui. Mais pour cela, il faut une nouvelle infrastructure de gouvernance mondiale fondée sur la confiance. Et c'est ce qui m'inquiète. On entend parler de beaucoup de projets. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais à mon avis, il faut placer la confiance en premier plan et les projets ensuite, et pas l'inverse. Et nous ne pouvons pas gagner la confiance en mettant l'accent sur les projets, car si l'atmosphère, le sentiment général donne la place à la suspicion, ces projets-là ne pourront pas être mis en œuvre de façon efficace. D'où ma question. Comment détruite? Deux ou trois autres questions avant de vous donner la parole au présentateur pour répondre. Oui, la Commission européenne. Merci Philippe Thomas, je suis à la DG DEFCO, à la Commission européenne. Comme je n'ai qu'une minute 30, je dirais simplement que je vois un certain décalage entre un discours assez optimiste, où on a des solutions, etc., l'innovation, les approches locales, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu le même exercice qu'on a fait il y a un an à Bruxelles quand on parlait de Food and Agriculture in Times of Crisis. Et que quelque part on ne voit pas que oui, la planète est malade et que notre système est cassé, notre système n'est absolument pas durable. Donc ça, si on ne part pas de cet élément et que de toute façon, si on prend l'exemple du phosphate, on a sur le phosphate la même chose que sur le pétrole. On va avoir un pic de consommation du phosphate et donc d'ici à 30 ans ou 40 ans, alors ça dépend des estimations, et il n'y aura pas assez de phosphate minéral pour répondre à l'agriculture chimique telle qu'elle existe actuellement. Donc ça c'est un fait, c'est un élément. Donc la transition, c'est pas une option, c'est une obligation. Et on ne parle pas de ça, et on parle de choses comme si on était dans un système global. Non, on n'est pas du tout dans un système global. On est dans un système avec des différences, de la compétition pour l'accès aux ressources, un manque de financement dans les pays du Sud. On est ici dans la maison ACP, mais est-ce que l'agriculture dont on parle est la même entre les pays européens, etc. C'est pas du tout la même transition. Donc, je dirais, on n'a abordé aucun des sujets, excusez-moi, je vais être assez clair, mais on n'a abordé aucun des sujets de fond. Il faut revoir quelque part le commerce mondial. C'est un changement total de paradigme qu'il faut faire. Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir des prix de l'alimentation bas en Europe? Parce qu'on a mis en place une politique agricole commune qui nous a permis d'avoir cette surabondance alimentaire et que l'objectif était d'avoir un prix bas aussi au niveau des consommateurs. Donc on a financé notre sécurité alimentaire comme ça, avec un coût énorme, avec un impact environnemental important, avec des distorsions aux échanges importants. On connaît tous les effets négatifs de la PAC. On voit aussi tous les effets positifs de la PAC. Qu'est-ce qu'on propose là? C'est quoi le challenge qu'on propose? Comment on va financer cette transition? Vers quoi? Alors là aussi, je veux bien le digital, on emploie tous les mots habituels par rapport aux solutions. J'étais il y a quelques mois au Pérou et je parlais avec un paysan qui m'expliquait sa double transition.
il est passé à de l'agriculture en utilisant des intrants, etc., hein, parce que ça produisait plus, etc. Et puis, il a fait la démarche inverse. Et il me disait, en fait, ce que j'ai vu, c'est que la Terre était malade. Que ce que je faisais là, j'étais en train d'empoisonner ma Terre. Donc j'ai arrêté, j'ai fait marche arrière. Puis finalement, j'ai réussi à retrouver un certain équilibre, etc. Bon, mais ça, est-ce que ça permet de répondre aux défis, en effet, démographiques, économiques, etc. Donc, moi, je suis un peu inquiet, si vous voulez, qu'on répète un peu dans nos différentes réunions, et nous faisons partie de cette machinerie de réunions où, à chaque fois, on met un peu les mêmes choses, mais pour l'instant, des solutions pratiques de réforme, et c'est une réforme en profondeur. Et si on continue comme ça, en disant, bon, à un moment, ça va bloquer. Et ça ne bloquera pas chez nous, dans les pays du Nord, hein, parce que forcément, les plus riches en sortiront toujours bien. Merci. C'est tout, Philippe. Mais je pense que c'est une partie de la question. Je peux me permettre peut-être de demander également, parce que la question n'est pas adressée à un panéliste particulier, mais je demanderai peut-être aussi à Dr. Ishmael, parce qu'elle a non seulement été en tant que présidente du comité des ambassadeurs ACP, mais également été directrice générale de l'OICS. Philippe a parlé du politique agricole commune. Est-ce qu'au niveau des Caraïbes, il y a eu cette volonté de développer une politique agricole commune pour essayer d'apporter une solution par rapport aux défis que vous aviez mentionnés tout à l'heure? Donc peut-être lorsque vous aurez l'opportunité de répondre en tant qu'institution également, parce que tel qu'il se prononce, c'est que c'est un changement de gouvernance au niveau mondial, mais le niveau mondial inclut aussi le niveau régional. Il dit au niveau mondial, mais que l'Europe s'en sortira toujours. Donc, est-ce que nous, pays du Sud, nous nous préparons également à nous en sortir? Peut-être que vous pourriez, de votre expérience, nous dire ce que les Caraïbes, mais également les autres panélistes pourront se prononcer. D'autres questions? Oui. Si. Pour ceux qui poseront des questions, rapprochez-vous des micros autour de la table. My question is for Patrick. Je m'adresse à Patrick Caron. Do you agree with the statement that Pensez-vous aussi que le commerce soit la clé de l'innovation? Je pose cette question car le 4 mars, la semaine prochaine, le point focal, le point d'information de la DG DEFCO organise une session sur le rôle du commerce dans la transformation agricole. Et Dr. Swenen, directeur général de l'IFPRI, sera également ici à Bruxelles. Et comme l'a dit Philippe Thomas, lorsque je prends le rapport que j'ai dans les mains, que vous pouvez télécharger en ligne. C'est un excellent rapport produit par le CIRAD. C'est inquiétant de lire qu'en 2001 et 2012, la part de produits transformés dans les pays, dans les exportations agricoles des pays les moins développés baisse, tandis que la part des produits ruraux a augmenté pour les exportations. On a l'impression d'un retour à l'époque coloniale. Or, nous savons que l'innovation et le commerce sont intimement liés. C'est en partant du commerce que vous innovez, que vous produisez des technologies. Je note également qu'il y aura une semaine de Cairo, Salon de l'agriculture africaine, dont 90% des exposants viennent de l'Inde, de la Chine, du Brésil, venant avec des technologies sur l'étiquetage, la transformation, et malheureusement, il est très rare de trouver des entreprises africaines dans ce salon. On va prendre une dernière question ici et après on reviendra pour un deuxième round, après les réponses. Hello, my name is Miguel de... Bonjour, je suis Miguel de Porras, directeur de l'UBEL Europe, Institut de recherche en agriculture biologique. Je suis très satisfait des panélistes et de leur communication. Je remercie Zolina et le CTA pour l'organisation de ce briefing. En effet, nous pensons qu'il y a une convergence de ce que les récoltes ne posent pas le véritable problème. Et j'ai entendu une déclaration que je ne partage pas de M. Caron, qui a indiqué qu'il n'y avait pas d'alternative au plan mondial dans les systèmes alimentaires.
La semaine dernière, j'ai participé au grand salon de l'agriculture biologique en Europe et nous avons pu noter que c'était le secteur qui connaissait la plus grande croissance dans le domaine agricole. Nous avons entendu parler de nécessité de nouer de nouveaux partenariats, de partenariats publics-privés, et nous savons qu'il y a des chaînes mondiales qui cultivent et distribuent ce que demandent les consommateurs. Nous avons des preuves de ce que l'agriculture biologique a des retours positifs au plan environnemental, mais aussi en termes de revenus pour les paysans, en dépit de leurs faibles recettes, de leurs faibles récoltes. Et je tenais à en parler. Cela n'a pas été signalé, mais l'agriculture biologique certifiée avec des chaînes de valeur déjà fonctionnant mérite d'être citée. Et je voudrais savoir, pour les panels, quel rôle ils pensent que l'agriculture biologique aura à jouer à l'avenir. La première question a été adressée à M. Declercq. Je lui cède donc la parole. Ensuite, ce sera le tour de M. Caron. Vous avez cherché à savoir ce que je pensais de la confiance. Je pense qu'en tant que scientifique, nous avons essayé de travailler avec différents acteurs, surtout le secteur privé. On peut blâmer les scientifiques, mais je pense que la solution, c'est un alignement en termes d'objectifs planétaires. Et nous avons essayé de donner une définition universelle de ce que nous entendons par régime sain. Et puis, nous avons des interactions avec le secteur privé qui ne se portent pas uniquement sur ces frontières-là. Nous portons le débat sur les solutions que le secteur privé peut apporter pour encourager à ces régimes sains. Je pense que plutôt que d'accuser les entreprises privées, nous pouvons plutôt mettre l'accent sur les actions, sur l'innovation, afin de reconnaître les contraintes environnementales qui peuvent être considérées comme contraintes, mais qui offrent aussi des marges pour l'innovation. Je pense que c'est un point de départ pour construire la confiance, partager des principes et échanger sur les liens entre la santé, la durabilité, les progrès, la santé, en associant la société civile, le secteur privé, les décideurs politiques, en associant les scientifiques pour régler ces problèmes. Patrick Caron. Merci. Ouais, il y a au moins quelque chose, je pense, sur lequel on était tous d'accord, c'est qu'il faut une immense transformation, hein, pour résumer, et en profondeur. Et cette transformation en profondeur, une transformation, c'est du sang, de la sueur et des larmes. Et cette transformation en profondeur, elle bloque sur deux paradoxes, tels que j'ai compris les échanges. Le premier, c'est le fait que pour transformer, il faut se mettre d'accord. Et puisqu'on parle d'une transformation à l'échelle mondiale, il faut un accord mondial, quel qu'il soit, qui se traduise sous forme de gouvernance, et à travers les institutions qui sont en charge de le faire. Et de l'autre côté, on le sait tous, c'est exactement ce à quoi vous vous référez, il y a une fragmentation énorme en ce moment, une baisse de confiance dans les institutions multilatérales, dans ce qui pourrait être le germe de ces accords qui gouverneraient, entre guillemets, cette transformation. Le deuxième paradoxe qu'il y a, ça a été encore répété à l'instant dans les questions, c'est le fait qu'on mise sur l'innovation qui est souvent une innovation locale alors qu'on en espère une transformation globale. Et donc il y a un paradoxe et un fossé entre comment entreprendre ces innovations au niveau local, on a tous appelé à les stimuler, on en a tous donné des exemples, mais le fait qu'au niveau global, elles puissent se
traduire par quelque chose. Et effectivement, puisque deux des interventions y ont fait référence, le marché et le commerce, l'organisation du commerce jouent à l'évidence quelque chose d'important dans cette transformation. Alors, est-ce qu'elles sont les seules clés? Certainement pas. Est-ce que c'est une clé? Certainement que oui. Moi, si je voulais le dire assez rapidement et du coup de manière un peu provocative, moi, le commerce et le marché, je l'adore. Hein. C'est ce qui me permet de boire du café et manger du chocolat, même si je pourrais vivre sans. C'est ce qui permet d'éviter certaines famines. C'est quand il est bien organisé, ce qui permet de réguler les prix et d'effectuer les transferts vers les zones déficitaires. Mais force est de constater que le commerce et le marché se sont organisés, ont cru avec une importance absolument incroyable à partir des années 90. Je parle des échanges internationaux plus que domestiques. Pour donner des chiffres, la valeur a augmenté, a été triplée de 2000 à 2012. Chiffre de la FAO. Aujourd'hui, à peu près 1/6 des approvisionnements sont assurés par le marché, les échanges internationaux. Certains disent qu'à l'horizon 2050, ce serait la moitié. Vous imaginez, passer de 1/6 à la moitié. Là, encore, on est en tendanciel. Mais le marché a été organisé et pensé à partir des 17e, 18e siècles, même avant que des institutions s'en chargent, pour permettre les approvisionnements, pour permettre bien évidemment des rapports de force et pour permettre d'augmenter l'offre au niveau international. Très bien. Ces fondements ne sont pas ceux auxquels on s'est référé ce matin. Et donc du coup, penser une grande transformation, je suis d'accord, c'est aussi repenser, nous donner la possibilité de repenser, alors je me mets à rêver, hein, de repenser l'organisation du marché, non pas uniquement pour augmenter la production, non pas uniquement pour augmenter les échanges, ceux qui en ont été les clés, mais pour adresser tous les objectifs auxquels nous avons fait référence ce matin. La justice sociale, la santé des écosystèmes, la santé humaine, les différentes questions de malnutrition, bien évidemment la sous-nutrition, mais pas uniquement la sous-nutrition, nous l'avons vu avec cette question de l'obésité qui se répand absolument partout sur la planète et des maladies qui sont liées. Et donc, du coup, ces questions qui ont jusqu'alors été traitées comme des externalités, des effets secondaires ou des défaillances de marché, il faut qu'elles deviennent premières dans l'organisation du commerce si nous voulons réellement opérer cette transformation dont nous parlons depuis ce matin. Qu'elles deviennent premières, ça veut dire qu'on puisse évaluer les formes d'organisation en fonction de cela et nous mettre d'accord au niveau international là-dessus. On a su très bien le faire pour des questions sanitaires. Je vous rappelle que dans le domaine de l'élevage, le monde est divisé en deux. Il y a de la fièvre afteuse ou il n'y a pas de fièvre afteuse. On pourrait très bien, demain, y compris sur les questions d'agriculture organique, penser des normes, des règles qui permettent d'organiser le marché en fonction de cette grande transformation auquel nous appelons. Et dans ce cas-là, je reviens du coup sur ce que j'ai dit probablement trop rapidement tout à l'heure. Juste une seconde avant d'y revenir. L'évolution, si on se projette dans le marché, on le sait très bien, ne ressemblera pas, encore une fois, je me répète, à ce qu'il a été jusqu'à maintenant. Je vous en donne deux exemples tout simples. D'un côté, le rêve que je viens d'exprimer de notre capacité en tant qu'humanité à penser une forme d'organisation du marché qui permette l'atteinte de l'agenda 2030 dans toutes ses contradictions, parce que l'agenda 2030, ce ne sont que des contradictions à traiter, et c'est ça qui est intéressant dans cet agenda. Et de l'autre, le fait de se dire, avec le coronavirus tel qu'il existe aujourd'hui, mais aussi les 15 coronavirus qui nous attendent, ou les autres formes virales qui nous attendent, nous allons fragmenter complètement le marché. Et voilà, vous voyez que dans ces deux cas de figure totalement extrêmes, il va falloir penser le futur, le construire, et le construire par des accords et par un effort de médiation. Je ne pense pas que ça relève uniquement de la bonne volonté politique.
Cela relève en particulier d'une intelligence collective à développer, dans lequel j'ose espérer que la recherche a un rôle à jouer, non pas en tant que prescripteur normatif, mais en tant que capacité à fournir cette intelligence collective. Merci. Merci beaucoup. Whoever, maybe Dr. Ishmael. Thank you very much, Viwanu. Merci, Viwanu. Just a couple of thoughts. Quelques mots. I think it's very clear from the conversations that we've had. C'est très clair de nos échanges qu'on ne peut pas proposer une approche universelle à ce qui doit être fait. Les pays se trouvent à différents niveaux de développement. Certains sont riches, d'autres sont pauvres. Vous avez des pays qui se trouvent dans différentes régions du monde. Et les solutions que l'on peut préconiser pour l'Europe ne seront pas forcément idoines pour les pays du Sud. Dans certains cas, le financement nécessaire pour contrebalancer le type de conversion, de transformation que nous voulons n'est pas disponible. C'est cela le fond du problème. Les réalités régionales doivent donc être intégrées dans l'équation, d'où l'importance des ACP en tant que porte-parole et en tant qu'acteur sur la scène internationale, avec une possibilité d'influer sur le type de politique susceptible de faire une différence pour les pays du Sud. Lorsque nous parlons de transformation dans l'utilisation des énergies, par exemple, le contrat vert européen doté d'une enveloppe de 3 milliards d'euros aura des incidences sur la vie des Européens. Mais les vulnérabilités présentes en Europe sont incomparables et de loin à celles qui prévalent dans la Caraïbe. Les solutions devront donc être authentiques et se fonder sur les réalités des uns et des autres et adaptées aux capacités des uns et des autres. Et je pense qu'après tous ces échanges, nous devons aussi faire preuve de pragmatisme en termes de pistes de solutions. Pendant longtemps, les pays en développement étaient préoccupés par la nécessité d'intégrer les chaînes de valeur mondiales. Nous savons que le commerce est un moyen de parvenir à la prospérité. La libéralisation des échanges commerciaux a entraîné de nombreux problèmes pour les trésors publics, surtout pour la Caraïbe, car les taxes, le commerce représentent 50% des recettes des gouvernements. On ne peut pas parler de diversification lorsque les petits États insulaires ont permis la banane. L'USC nous a dit il n'y a pas de problème. Proposez à vos paysans de se tourner vers l'industrie touristique. Or, cela ne peut pas se faire en un clin d'œil. Ce sont des investissements qui exigent de nombreuses années, 20 années en moyenne. Et nous avons beaucoup fait pour intégrer les chaînes de valeur mondiales au détriment des marchés nationaux et régionaux. Pour la Caraïbe, par exemple, nous avons négocié des accords commerciaux avec le reste du monde, avec des niveaux de commerce intra-régionaux de l'ordre de 7 à 8%. L'agriculture représentait 17% du commerce, des échanges commerciaux régionaux. Il y a 12 ans. Aujourd'hui, ces échanges représentent 12%. Nous n'avons jamais mis l'accent sur la consommation nationale. Les marchés régionaux, nationaux ont été ignorés. Et il en va de même pour l'Afrique, dont un espoir réside dans la zone de libre-échange continentale, confrontée à des défis de taille. Mais c'est aussi un marché inouï. Et lorsque l'Afrique réussira à produire pour sa propre consommation interne, personne ne pourra plus retenir ce continent. Donc, l'on a invité les pays en développement à intégrer le marché mondial, à nourrir la planète, sans pour autant se nourrir
lui-même. Et nous sommes confrontés à un dilemme. Nous avons des petits paysans, des producteurs qui n'auront jamais des économies d'échange et ils n'ont pas été pris en compte dans ces équations. Ils n'ont pas bénéficié de politique. Or, nous en parlons en tant que facteur de croissance. Je pense que nous avons besoin d'un échange franc. Nous discutons à un niveau élevé, mais nous devons aussi faire preuve de pragmatisme. Partout, que ce soit à Davos, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations unies, que ce soit ici, dans toutes les enceintes, nous devons aborder la question pragmatique. Et les petits États n'ont pas les ressources pour rédiger des rapports sur des plans d'action annuels sur la transformation de leurs économies, de leur secteur. Je pense que nous avons sacrifié la consommation nationale, les marchés régionaux en faveur de la mondialisation. Je suis économiste de formation, je comprends donc l'importance du commerce, mais je pense qu'il faut trouver un équilibre dans nos échanges. Je ne sais pas comment, mais nous devons tous être des chantres de cet échange honnête que nous devons établir. Avant de continuer, demander à nos collègues interprètes de nous donner quelques minutes pour qu'on puisse aller en détail dans les réponses et peut-être avoir un tout petit round additionnel avant de conclure la discussion, mais dans tous les cas, nous n'irons pas au-delà d'une heure 30. Merci beaucoup. Et nous vous inviterons au déjeuner après. Donc. The World Economic Forum. Le Forum économique mondial, que pensez-vous de ce rééquilibrage nécessaire pour la gouvernance mondiale? Avez-vous quelque chose à ajouter sur ce qui a été dit jusqu'ici? Je crois que la tension qui existe, l'équilibre à trouver entre un système alimentaire mondial nécessaire et la transformation nécessaire pour y parvenir est une tension qui sera peut-être l'un des défis les plus terribles auxquels nous ferons face. En tant que Forum économique mondial, nous essayons de nous demander comment le faire de manière structurée et en application de quels principes. Ce dont nous aurons besoin, je crois, c'est de repenser le leadership, de ne plus se contenter de leadership traditionnel, un chef d'État ou d'une organisation qui s'exprime, mais en commençant à travailler de façon transversale. Le changement climatique, nutrition, niveau mondial, niveau local, financement, etc. Tout cela doit être fait de manière transversale avec de nouveaux leaders. Cela se fera au niveau des organisations d'agriculteurs et c'est fantastique de voir qu'aujourd'hui on a une approche de plus en plus holistique et c'est exactement ce qui a été dit jusqu'ici. Comment envisager par exemple une approche globale sur l'élevage de volailles par exemple et comment intégrer toutes les perspectives nutritionnelles, environnementales, sociales pour un secteur par exemple. La question du transfert des données se pose aussi. Pour tout cela, il faut un nouveau leadership qui doit venir du niveau des communautés rurales, du niveau des organisations d'agriculteurs, et c'est quelque chose qui n'existe pas. Des poches de leadership existent effectivement au niveau des différents systèmes, mais ça ne suffit pas. En tant que Forum économie mondiale, j'espère qu'avec tous nos partenaires, nous serons en mesure de contribuer à la création d'une nouvelle génération de systèmes et de leadership, parce que sans cela,
nous serons, je crois, emprisonnés dans nos modèles traditionnels. Pour conclure, je dirais que je peux tout à fait soutenir ce qu'a dit Marissa. Au niveau UE, le sommet doit être une opportunité à saisir, mais pour ce faire, il faudra rendre ce sommet inclusif et nous avons pour cela 18 mois. Il faut être innovant dans notre réflexion, je crois. Comment travailler avec les partenaires de l'UE pour être rapide et efficace. Si nous voulons vraiment que ce sommet change les choses, plutôt que de n'être qu'une réunion ordinaire avec de belles paroles, les engagements qui resteront lettres mortes. Je crois que l'Union européenne a ici la possibilité de vraiment renforcer son leadership. Elisabeth, nothing can happen without the farmers. Évidemment, c'est à vous parce que rien ne peut être fait sans les agriculteurs, vous le savez. Merci. Alors, je crois que quelqu'un a posé la question de l'agriculture bio et son rôle dans l'agriculture de l'avenir. Alors, je dirais que oui, le rôle, ce sera un rôle essentiel si l'on a le bon modèle pour soutenir ces projets. Vous regardez les produits qui sont vendus dans le cadre du commerce équitable. Eh bien, la plupart des coopératives et des agriculteurs vendent des produits bio parce qu'ils y sont encouragés. Les paiements secondaires, les primes qui sont octroyées pour la vente en commerce équitable, ça c'est un encouragement. Puis je reviens sur ce qui a été dit sur la question du commerce qui doit porter à plus d'innovation. Eh bien, je crois qu'on peut s'y intéresser en termes de profit et de perte, le coût de l'investissement et le retour sur l'investissement. Et tout cela est déterminé par la disponibilité du marché, sa profitabilité et sa durabilité. Si le marché est durable et qu'il est intéressant du point de vue financier, tout le monde saura que c'est intéressant de faire des investissements parce que le marché existe. Quand on fait du commerce et que l'on n'a pas de débouché ou de marché, cela ne contribue pas à encourager l'innovation, je crois. Merci. Marissa, quelques mots? Oui, je serai très brève. Les petits agriculteurs, ce serait mes mots de la fin, mais je suis tout à fait d'accord avec notre collègue pour dire que les problèmes existent et que l'on parle toujours des mêmes choses, mais je crois vraiment que l'obstacle principal, c'est la leadership politique. Les solutions existent, nous savons qu'au niveau local, des solutions peuvent être mises en place au niveau régional, au niveau national, que les petits agriculteurs sont en première ligne, qu'ils peuvent utiliser l'innovation, le numérique, etc. Mais tant qu'on ne leur donne pas la possibilité de travailler, nous n'avancerons pas. Comme ça a été dit, pour l'instant, nous n'avons pas de volonté politique. Et tant que nous n'avançons pas, eh bien, je crois que nous n'aurons rien de plus à faire que de nous retrouver ici l'année prochaine pour répéter les mêmes choses. Oui, c'est Lavolée. Hello, Michel Lavolée, Public-Private Partnerships Europe. I want to pick up on many of the comments made earlier, but just to indicate a very strong frustration at the fact that partnerships are falling through the cracks in this discussion, is how you actually work together to achieve the common goals that we're all talking about. And to be practical, as you mentioned, Len, the house is on fire in Africa. Je pense qu'il y a le feu à la maison en Afrique et dans les petits États insulaires en développement. Lorsque vous prenez le changement climatique, l'insécurité,
Vous avez un cycle vicieux qui s'est aussi emparé du Sahel. Ce n'est pas faux de dire que la malnutrition, l'insécurité est un problème. Ça l'est, d'autant plus dans certains pays, et c'est d'ailleurs un problème qui s'aggrave. À mon avis, pour proposer ces solutions pragmatiques, il faudrait associer le secteur privé, la société civile et les autorités publiques. Sean le sait, nous l'avons réussi dans la lutte contre le sida il y a 20 ans. Et l'on a tendance à l'oublier, qui s'en souvient aujourd'hui. Par ailleurs, nous n'avons pas entendu parler de création d'emplois à travers l'innovation. Or, collaborer avec le secteur privé, c'est la solution en cela. Les autorités publiques, les gouvernements ne créeront pas des emplois pour les jeunes, pour l'avenir. Il faut collaborer avec les organisations paysannes, les ONG et d'autres acteurs afin de proposer ces nouvelles capacités et ces pistes d'application de l'innovation. Il n'en a pas été question ce matin. Or, je pense que ce sont des pistes pratiques qui peuvent démontrer que des solutions existent déjà. Et pour cela, il faut réunir autour de la même table ces différentes parties prenantes autour d'un objectif commun. Le partenariat, encore une fois, c'est la solution et non pas le blending, le financement par mixage. Ce n'est qu'un instrument. Je pense que le partenariat, c'est la clé, réunir les parties prenantes pour convenir des actions à mener ensemble plutôt qu'individuellement. Monsieur. Oui, je vous remercie. Jean-Dominique Kamba, je suis paysan sans terre. Je tiens d'abord à rendre hommage aux dames. J'aime beaucoup les femmes parce qu'elles sont pragmatiques, elles vont à l'essentiel. Elles m'ont appris beaucoup, en commençant par ma mère que je n'ai pas connue parce qu'elle est décédée quand j'avais 5 ans. Dans cette salle, nous assistons à la 60e débriefing et puis c'est fini. On doit faire l'auto-évaluation pour pouvoir enfin construire quelque chose. Sinon, les Africains vont crouler sous les dettes, entre guillemets, coopération, partenariat, etc. Pour les experts, ma question est simple. Au terme de ce débriefing, comment créer, nous parlons de paysans, de l'agricultrice, de l'agriculteur, comment générer la confiance qui a été cassée au niveau paysan? Il n'y a plus confiance. C'est plein dans les pays en développement des ONG, des experts, avec de l'argent. Qu'est-ce que le paysan attend? Le paysan attend le per diem qu'on lui donne un peu, et puis quand l'expert est parti, c'est terminé. Alors, si on ne tire pas les conclusions de ces échecs, si on ne tire pas les conclusions, pourquoi l'Afrique qu'on aide est toujours là? On l'a trouvé bien. La famille mangeait à sa faim, les enfants allaient à l'école. Maintenant, c'est difficile de nourrir la famille. Pourquoi? Est-ce que les Africains ne comprennent rien? Ils deviennent quoi? Ils dégénèrent? Ce que je ne crois pas. Parce qu'on n'a pas fait confiance aux paysans. Comment transformer la mentalité de l'expert quand il va sur le terrain? D'écouter au lieu d'imposer. Une science infuse, ça n'existe pas. Vous savez bien que les experts et les docteurs, les experts et les docteurs ont tiré les connaissances des paysans, des paysannes et des paysans depuis que le monde existe. Et ils ont formaté ça pour avoir des titres
s'il vous plaît, soyons modestes et changeons le paradigme de mentalité. Si on ne change pas de mentalité, on n'ira pas plus loin. On va encore échouer. Et on aura honte d'avoir présidé des séances pareilles, d'avoir eu des titres, d'avoir été expert. Et qu'est-ce qu'on n'en aura pas fait pour le plus intéressé, qui est la femme et l'homme paysan qui nourrit le monde, s'il vous plaît. Alors, il y a un mot que je voudrais qu'on change dans cette auto-évaluation. Comment vous allez faire, messieurs les experts, pour enfin apporter la dynamique de développement au niveau local? Si j'ai dit j'aime bien les femmes, ce n'est qu'elles qui ont parlé au moins du concret. Comment vous allez faire pour apporter le développement au niveau local? Comment vous allez faire pour casser les lobbies qui vient avec nourriture bio, agriculture bio, etc. Or, c'est l'agriculture paysanne, tout simplement. Ce n'est pas bio parce que le bio a été triché, formaté, pour augmenter la valeur ajoutée, mais aux paysans. On a parlé de la politique agricole commune. On va la laisser répondre si vous voulez bien. Oui, je vous en prie. Donc, je termine ici. Je voudrais qu'on sache qu'est-ce qu'on devient demain. Voilà. Concrètement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que vous nous avez tous ramenés sur terre, à l'essentiel. Effectivement, dans beaucoup trop de cas, les consultants, ce sont des personnes qui prennent votre montre, qui vous donnent l'heure qu'il est. On pourra lire l'heure nous-mêmes si on se donnait un peu plus la peine. Whoever want to take the... La question n'est dirigée à personne, mais même Sean. Sur le partenariat, je pourrais en dire quelques mots. Effectivement, je pense qu'il faut repenser ces modèles de partenariat. Le Sahel en est un exemple intéressant. Vous avez une crise du climat qui sévit dans le Sahel. Vous avez un exode rural présent sans être forcément important pour être un problème ni politique uniquement, ni humanitaire uniquement. Dans le même temps, vous avez besoin aussi d'investissement du secteur privé. Vous avez besoin que les communautés rurales s'approprient ce développement. Or, cela ne se fera pas à travers un seul partenariat. Il faut diversifier les modèles de partenariat afin de déterminer comment différents partenariats peuvent se compléter et comment on peut créer une interface entre les différents partenariats. C'est un peu comme les pièces dans Lego qui, individuellement, ne sont rien. Il faut un tapis vert sur lequel placer ces pièces de Lego. Donc, comment proposer ce tapis vert pour les partenariats pour qu'ils ne soient pas des projets individuels, mais soient intégrés dans un écosystème pour le changement. Et il me semble que c'était cela votre idée. Pour cela, il nous faudra repenser à bien des égards nos approches classiques à travers des partenariats bilatéraux. Il faudrait envisager davantage une approche d'écosystème au développement. Partenariat, j'ai pas trop compris votre frustration, parce que j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça depuis ce matin. Alors peut-être qu'on n'a pas utilisé suffisamment le mot, mais je pense que quand on parle de grandes transformations, quand on parle de gouvernance, quand on parle d'agency, comme un des piliers de la révision de la définition de la sécurité alimentaire, quel que soit le niveau, au niveau mondial, au niveau local, on ne parle que de ça. Comme on parle de la confiance à construire entre différentes parties prenantes pour construire cette transformation, pour construire des accords, moi j'ai l'impression qu'on parle sur tout ça. Alors s'il faut le dire et le redire explicitement, redisons-le. Mais je suis absolument certain qu'on est bien là
au cœur et qu'on n'a pas tourné autour du pot. Pour ce qui me concerne, et ce n'était pas un effet de manche, c'était une position forte, j'ai la conviction que c'est au niveau des territoires qu'on arrivera à construire cela. Pour autant, j'ai parlé de marché tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit une question uniquement à traiter au niveau international ou au niveau mondial. Il faut la traiter à tous les niveaux et la traiter de manière intelligente en articulant les différents niveaux où se construisent ces partenariats et ces accords. Si je dis au niveau territorial, on peut reconstruire on peut mettre en place des innovations, on peut reconstruire la confiance, on peut germer les graines de nouvelles formes politiques à construire au niveau national ou au niveau international, c'est une position relativement forte. Mais j'ai dit tout à l'heure aussi que l'on ne procédera pas uniquement par changement d'échelle. On ne reproduira pas uniquement cela, c'est-à-dire qu'il nous faut travailler sous forme de partenariat, pas en acceptant toutes les conditions. Je vous renvoie au dernier rapport du HLPE sur le partenariat multiparties prenantes, qui disait oui, c'est intéressant, mais pas à n'importe quelle condition. Et voilà les conditions qui doivent être mises en place. Et donc, du coup, se dire, faisons-le au niveau des territoires, y compris pour, dans un pays comme le mien, éviter que, je vais être caricatural à cause du temps, les agriculteurs traitent les consommateurs urbains de bobos et que les consommateurs urbains traitent les agriculteurs d'empoisonneurs. C'est tout juste inadmissible. Et donc reconstruisons ces accords-là, reconstruisons ce partenariat-là dans les territoires, mais également pour le transporter dans les enceintes internationales. Je pense à l'opportunité du Comité de la sécurité alimentaire, où l'un des derniers rapports, justement sur les systèmes alimentaires, a proposé l'élaboration et l'accord qui devrait être fait en octobre 2020 sur de nouvelles directives volontaires pour les systèmes alimentaires. C'est une occasion incroyable de le penser et de le faire au niveau mondial, tout en le construisant au niveau local. Et puis, bien évidemment, cette perspective du sommet, qui est un moment extraordinaire pour construire cette intelligence collective. Mais je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit. Je dirais juste une dernière phrase. Je ne suis pas une femme. Ça se saurait, mais quand on utilise le mot d'expert ou de science, ce n'est pas forcément pour donner un titre ou avoir une position surplombante. Et je vais même militer pour l'inverse. C'est au contraire mettre à profit cette forme de connaissance comme d'autres formes de connaissance dans la construction d'une intelligence collective. En tout cas, c'était les propos et je ne pouvais pas ne pas réagir à ça. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Merci. Pour compléter l'intervention de Patrick, moi je me suis rendu compte qu'il y a un nombre de plus en plus important de partenariats depuis 4 ans et je pense qu'il y a une complaisance que nous devons reconnaître. Le secteur privé ne se comporte toujours pas bien, les décideurs politiques sont souvent lents, les scientifiques ont souvent tendance à donner des leçons, à proposer des leçons. Mais je pense que nous devons aussi prendre le temps d'écouter. Patrick, vous avez parlé des scientifiques comme des personnes dotées d'imagination. Or, écouter les paysans, le secteur privé nous a permis de nous reposer des questions. Et je pense que dans le développement, il ne faudrait pas compter sur les seuls scientifiques pour faire des propositions. Ils peuvent vous donner des impacts, mais dépendent des autres acteurs pour déterminer ces pistes. Je suis très impressionnée par la ville de Paris. Il y a 2 ans, elle a publié une stratégie alimentaire qui évoque le climat, la qualité de l'eau, la faim, l'obésité.
avec des propositions de régime. Et la semaine dernière encore, elle a indiqué qu'elle paierait 39 millions d'euros pour permettre aux paysans de passer à une tradition permettant d'améliorer la qualité de l'eau. Et c'est le type de partenariat intégré, le contrat vert de l'Europe, qui, je l'espère, sera encore un autre exemple de partenariat à nouer sur ces aspects-là. Je pense que le combat, c'est que nous passons d'une transition d'une approche linéaire vers une approche non linéaire et que nous devons encore rendre compte sur une approche linéaire. L'UE a un projet Horizon 2020 qui invite à des projets novateurs. Nous avons un écho de ce que la prochaine tranche de financement se fera sur une période plus longue et exigera une intégration entre les villes, les scientifiques, l'agriculture, la santé. Et donc, moi, je décèle des signes en Europe de ce que le partenariat sera aujourd'hui privilégié. Les partenariats. Merci beaucoup. Je pense que j'aimerais sincèrement remercier l'ensemble des panélistes pour leur contribution et puis la salle pour les questions. On va tous se remercier à la fin. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Esolina avait annoncé au début qu'elle aimerait présenter quelques chiffres. Je sais que j'ai promis aux interprètes qu'on n'ira pas au-delà de 1h30, il est 25. De toute façon, ma crédibilité, elle est à 0. Mais si on peut avoir les chiffres et puis on fera les mots de conclusion.